to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, par où commencer? On va déjà commencer par une date. Le 6 février dernier est sorti en DVD chez Pyramide Vidéo un film, L'Air de la mer rend libre. Ce film, c'est le 6e film de son auteur, Nadir Moknesh. Le film était sorti en salle l'année dernière, plus précisément le 4 octobre 2023. Et je remercie Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. On aurait dû en parler de ce film sur la chaîne l'année dernière, et puis il y a eu un couac, c'est de ma faute comme d'habitude, et je m'en excuse. Mais je ne sais pas pourquoi je savais que l'auteur viendra sur la chaîne, vu que ce n'est pas la première fois qu'on discute autour de ces films. Donc je renoue le dialogue avec Nadir Moknesh. Je suis très content. En plus, le film, j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de choses à dire. Et il est là, il a accepté de revenir, de renouer le dialogue avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et je le tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Donc comment vas-tu, Nadir? Écoute, je vais bien et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Donc je suis content de ce moment. Oui, on peut dire que je suis un peu ce long chemin que tu entreprends. La première fois, je crois, c'était après Délice Paloma, je crois vers 2009, qu'on avait discuté, on avait fait une espèce de grand entretien, puis ensuite on s'était retrouvé pour Goodbye Morocco, puis pour Lola Pater, et maintenant pour celui-ci. C'est ça, à l'époque de Goodbye, oui. C'était à l'époque de Goodbye, où je vivais à l'époque en Algérie, d'ailleurs. C'était très, très, très surprenant tout ça. Mais voilà, là, écoute, déjà, j'ai envie de te demander, ça va te surprendre peut-être, mais le film que j'ai vu, donc L'Air de la mer rend libre, j'ai trouvé que c'était un film, c'est un peu provocateur, hein, ce que je vais te dire. Comment te dire? Il y avait une espèce de paradoxalement, j'ai trouvé une espèce de fougue, de vitalité, et donc je me dis, je te pose une question un peu hors cinématographique. J'ai l'impression que tu es en bonne santé. Tu es un cinéaste en bonne santé. Est-ce que tu peux me le confirmer? J'ai fait un lifting, un rajeunissement. Voilà, mais en même temps, tu sais, c'est une question qui n'est pas si clownesque que ça, en fait. Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que faire un film, beaucoup de gens l'oublient, mais faire un film, c'est quand même des efforts physiques. C'est très, alors mental, c'est sûr, mais surtout physique. Et je voulais savoir, en fait, enfin, j'ai l'impression que par rapport à tes premiers films, Le Harem de Madame Haussmann, Viva l'Algérie et Délice Paloma, qui ont été tournés, enfin, dont le décor est l'Algérie, et puis à partir de Goodbye Morocco, j'ai l'impression que, comment dire, que je sens tes films moins fragiles, paradoxalement, aujourd'hui que les premiers. Et donc, je voulais savoir, toi, maintenant, quand tu tournes depuis Goodbye Morocco, et c'est délibéré de prendre comme base un Goodbye Morocco, est-ce que tu as est-ce que c'est, comment dire, est-ce que tu entretiens avec le cinéma un rapport peut-être un peu plus sain, moins fragile que dans les premiers films, que je renie pas, hein, bien évidemment, mais je voudrais savoir ça, par exemple. Il y a l'expérience, il y a le travail, il y a la remise en question tout le temps. Je me remets toujours en question après chaque film. Il y a le temps qui passe, il y a la maturité, il y a le travail permanent, constant, mon regard sur le cinéma aussi qui change. Donc ça n'a pas de lien avec la géographie, ça a vraiment un lien avec l'expérience et avec le travail et avec mon amour du cinéma. Donc, c'est-à-dire que le cinéma que tu as, il y a l'expérience certes, mais le cinéma que tu vois en parallèle, ou tous les cinémas que tu vois en parallèle, ça fait partie vraiment, ça t'aide énormément, ça, pour le coup. C'est pas une légende quand on dit ça. Non, non, ce n'est pas une légende, ça me nourrit, je suis nourri tout le temps, je vais au cinéma bien sûr très 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 souvent, et ça me nourrit, et je te dis, je fais toujours un travail sur mes films, je fais toujours une rétrospective, comment on appelle ça, un questionnement sur le cinéma que j'aime faire, que j'aimerais faire, voilà, j'ai un regard toujours sur mes films. Et est-ce que ça t'arrive aussi, et puis on va parler du dernier, bien évidemment, mais j'en profite que tu sois là, vu que je connais très bien ta filmographie. Est-ce que aujourd'hui,
par exemple, quand tu fais L'Air de la mer en libre, est-ce que ça t'arrive de penser un peu au précédent film et se dire: «Tiens, là, je ne vais pas faire comme j'ai pu faire dans tel film, je vais faire autrement»? Est-ce que donc tes films, finalement, est-ce qu'il y a une espèce de dialogue, un peu discret entre chacun de tes films? C'est difficile parce que, enfin, tu veux dire pendant le tournage? Voir alors peut-être même non, avant plutôt, pendant la conception, pendant le quand tu finalises, quand tu écris l'histoire, quand tu écris cette histoire. C'est Truffaut qui disait, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais qu'on fait un film, le prochain film est souvent contre le dernier film qu'on a fait. Ben, il y a un peu de ça. Et le prochain film est toujours un peu contre le film précédent. Et alors, ce n'est pas une réflexion avec un parti pris, mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire il y a vraiment un désir de faire autre chose, de changer. Alors, L'Air de la mer en libre, eh ben, déjà, je tourne dans une ville que je ne connaissais pas. Je m'installe totalement dans une région que je ne connais pas. Je travaille avec une équipe, une toute nouvelle équipe, des acteurs, des jeunes acteurs. Donc, il y a une sorte de renouvellement, si tu veux. Et tu as besoin de ça? C'est important pour toi de repartir finalement de zéro. Non, non, c'était pas voulu, hein. Mmh. Il y avait un sujet de film, il y avait un désir de parler de cette histoire. Et après, il se trouve que le post-Covid, il se trouve que les difficultés financières, plein de choses ont fait que que je tourne à Rennes, que je travaille avec une nouvelle équipe parce que mon équipe habituelle n'était pas disponible. Donc c'est vraiment un peu, je laisse le hasard, hein, c'est-à-dire je ne force rien, je laisse le hasard faire les choses. Je ne peux pas aller contre les conditions qui me sont proposées. Je peux pas aller contre, donc je fais avec. Et puis après, il y a une espèce d'appropriation. Quand je suis arrivé à Rennes, j'étais tout seul avec la personne qui s'occupe de la région Bretagne. On a fait des visites, je me suis projeté, j'ai eu énormément je me suis inspiré. Et voilà, il y a eu beaucoup d'inspiration à partir de ce moment-là. Et au lieu de diviser le film et de faire une partie à Paris ou en banlieue, une partie à Rennes, on a totalement délocalisé toute l'histoire et de la tourner entièrement à Rennes. Il y avait aussi pour moi un désir de me prouver que je pouvais tourner dans une ville que je ne connaissais pas, Mmh. parce que je croyais que je ne pouvais pas tourner à l'extérieur d'Alger, puis après à Paris. Et là, j'ai profité de Rennes. Alors si on prend le synopsis pour ne pas faire de fautes, si on reprend le synopsis du dossier de presse, ça dit exactement ça. Donc ça se situe à Rennes et ça dit, je cite: «Saïd habite encore chez ses parents. Il vit une liaison secrète avec Vincent. Il est incapable d'affronter sa famille. Il accepte un mariage arrangé avec Hadjela et après une histoire d'amour malheureuse et quelques démêlés avec la justice, elle aussi s'est résignée à obéir à sa mère. Les 2 sont piégés par leur famille. Ils s'unissent malgré eux pour retrouver chacun de son côté une liberté». Ça, c'est le synopsis qu'on peut retrouver dans le dossier de presse ou voir dans d'autres sites. J'aimerais savoir, tu parlais de hasard. Est-ce que cette histoire, c'est un hasard pour toi? Non, non. L'histoire, il y avait vraiment un désir de parler d'un personnage comme celui de Saïd, c'est-à-dire d'un homosexuel d'origine algérienne. Mais dans le film, on ne sait pas s'il est d'origine algérienne. On sait que ce sont des Français d'origine arabe, mais on ne sait pas exactement de quel Bah pays. si, il y a son père qui demande une sauce algérienne quand il mange des kebabs, donc Oui. c'est Donc une blague, voilà, c'est et une blague. le seul mot, la seule fois où le mot Algérie est prononcé, c'est la sauce algérienne C'est la sauce algérienne. quand ils J'ai sont trouvé ça très drôle. au fast-food. Mais j'ai pas voulu, Mmh. j'ai voulu parler d'une famille d'origine nord-africaine qui viendrait, voilà, d'Algérie puisque je le suis, et de parler sociologiquement de la mettre dans une famille, parce que dans Lola Pater, j'avais parlé des Algériens qui sont arrivés dans les années 90. J'ai parlé de cette émigration. Lola, le personnage de Nadia Kassi, ce sont des gens qui sont arrivés dans les années 90 avec le début de la guerre civile, avec le début OK. du terrorisme.
Et la famille de Saïd, ce sont des gens, d'ailleurs c'est joué par des acteurs qui sont eux-mêmes nés en France, ce sont des gens, on pourrait supposer qu'ils sont arrivés, c'est la génération de mes parents, c'est-à-dire ils sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, en ce qui concerne mon père, et certains sont arrivés dans les années 60. Donc je voulais parler un peu de cette, de cette classe sociale, ou plutôt de cette immigration. Moi, il y a une chose qui m'a étonné et en même temps intéressé, beaucoup plus intéressé qu'étonné, même si les deux se rejoignent. C'est sauf erreur de ma part, je dis bien sauf erreur de ma part, je crois que c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, où tu questionnes frontalement, ou que tu filmes même aussi frontalement l'homosexualité. Et si je me trompe pas, il y a eu des moments comme ça, soit des personnages, ou je pense au personnage joué par Yes Salem dans Viva l'Algérie, et puis d'autres comme ça, enfin, ici et là. Mais dans ce film, ce qui m'a. Voilà, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, il y a autre chose. Et donc, on va. Et est-ce que. Bon, ça, tu en es conscient, c'est pas besoin de la poser, mais il a fallu tout ce temps, finalement, pour un moment se dire, tiens, on va parler de ça aussi, d'en parler frontalement. Je ne sais pas s'il a fallu tout ce temps, mais en tout cas, il fallait pouvoir l'aborder d'une manière sereine, d'une manière paisible, et sortir des clichés habituels. C'est-à-dire, je ne voulais pas que le personnage soit un cas social, qu'il ait fait de la prison, qu'il se soit prostitué, qu'il ait quitté ses parents. C'est-à-dire, on a toute une culture cinématographique sur les gays arabes, et c'est essentiellement des sujets de, voilà, ils sont prostitués, ils sont gigolos, ils sont dans la rue. Enfin bon, il y a quand même des cas sociaux. Je voulais parler de quelqu'un de complètement, on va dire normal entre guillemets, bien sûr que, mais en tout cas quelqu'un où le sujet n'est pas, voilà, on sort du cliché. Je ne veux pas dire par là que les clichés n'existent pas, ils existent, il y a une origine à ça, mais qu'on sort du cliché et on parle d'un personnage qu'on peut rencontrer en bas de chez soi, qu'on peut rencontrer dans la rue, ou qu'on connaît autour de soi. Et donc, oui, les débuts, c'était des personnages secondaires. Il y avait Viva l'Algérie, d'Élise Paloma. Mmh. Et là, c'était parler d'une manière frontale, de le prendre. Mais je pense que s'il avait été fait il y a 10 ans, peut-être que ça n'aurait pas été de cette manière-là. Il n'y aurait pas eu peut-être pas dans. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on serait peut-être plus allé dans les clichés. Puis il fallait aussi prendre de la distance. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire, d'autant plus que quand j'ai vraiment commencé à regarder des films français dans leur diversité, donc c'était dans les années 90, j'étais toujours très, très étonné de voir certains cinéastes français, par exemple le film J'embrasse pas de Téchiné, et c'est vrai qu'il y avait toujours, quand il s'agissait là, pour le coup, c'était Roche Dizem qui jouait le rôle de l'arabe, entre parenthèses, il y avait toujours ça, cette histoire de soit il était homosexuel, ou alors parce qu'il y avait aussi le côté dealer, et il y avait du mal à trouver un personnage finalement auquel on pouvait s'identifier, un personnage totalement, enfin voilà, qui n'avait pas toujours une Il y avait espèce un truc, une espèce d'accessoire, quoi, pour qu'on puisse le reconnaître. S'il est arabe, c'est parce qu'il est ça, ça, ça. Et, il y avait aussi la sexualisation du corps, c'est-à-dire, je suis parti aussi d'un constat, c'est-à-dire alors je dis lorsqu'un jeune homme, un jeune garçon, tu vois, de 17 ans ou de 18 ans, il a des problèmes, et il essaye de trouver des référents, il essaye de trouver des images, et quand il tape sur un moteur de recherche, il tape arabe, rebeu, gay, homosexuel, il tombe essentiellement sur des images pornographiques. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir dire, il n'y a pas que des images pornographiques, elles peuvent exister, les images pornographiques, il peut y avoir des personnages qui font du porno, ça ne me pose pas de problème, mais qu'il y ait que ça, c'est un problème. Parce que l'image qu'on projette, l'image lorsqu'on a 17 ans, 18 ans, et que c'est l'image qu'on a de soi, j'avoue que ce n'est pas très constructif. il y a une forme d'image manquante que tu essaies de remettre au même niveau que les autres, quoi. C'est pareil quand tu parles du personnage de dealer. Bien sûr qu'il existe le personnage de dealer, mais lorsqu'il n'existe que le personnage de dealer,
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas possible. Il n'y a pas que des dealers. Donc, le cinéma est là aussi pour rectifier, parce que le cinéma, il y a quand même moi, quand j'avais 17 ans, 18 ans, évidemment, tu vois, il fallait que je regarde, j'allais au cinéma, je cherchais des gens qui me ressemblaient, ben, je les voyais pas, moi, les gens qui me ressemblaient, il y avait rien du tout. Donc, je devais me construire autrement. Pour les autres personnages comme Hadjala, la femme de Saïd, ou alors les parents de Saïd, Zineb, Mahmoud, si je ne me trompe pas, la maman de Hadjala qui est jouée par Lubna Azabal, qui fait partie de la famille, si on peut dire la famille Moknesh, si on peut dire ça comme ça. Je pense à Beyouna ou à Nadia Kassi que tu as évoqué aussi. Est-ce que, enfin, comment tu, là c'est vraiment une question liée à la cuisine interne, certes, mais comment ces personnages-là, qui sont un peu secondaires, tu pars de quoi pour les créer? D'un bout de bribes de choses que tu as déjà vues ou lues, ou comment tu commences par créer d'abord Saïd et Ardjela et ensuite les personnages arrivent autour? Comment ça se passe? Saïd, je l'ai tout de suite mis dans sa famille, c'est-à-dire il y a tout de suite eu alors il n'y avait pas encore la boucherie à l'époque quand j'ai commencé, et après j'ai voulu un peu constituer cette famille unie, cette famille qui est très jalouse de sa position sociale, de sa réussite sociale. Alors, ils ont une boucherie, tout le monde travaille dans la boucherie, on se retrouve le dimanche, c'est très important, la famille, les belles-sœurs, les beaux-frères. Donc, c'est une famille qui a un désir, une projection vers ce qu'on appelle socialement, on peut dire qu'ils ont réussi. Et donc, j'ai commencé un peu je voulais l'ancrer dans une famille, ne pas l'isoler, et puis de construire le frère, le père, la mère, de choisir socialement dans quelle classe sociale je vais les mettre, et dans quelle catégorie, et c'est comme ça que ça s'est construit avec le temps, et avec les réflexions et puis avec aussi les informations tout autour. Tu vois, je me nourris d'un peu tout ce que je vois et tout ce que j'entends et tout ce que je lis, tout ce que je vois aussi. Je regarde au cinéma. Il y a un des plans, un des derniers plans du film, c'est celui où Saïd, comment dire, où on apprend, nous, spectateurs et spectatrices, que finalement les parents de Saïd savaient qu'il était homosexuel. On devinait quelque chose, ne serait-ce que par exemple, il y a un regard comme ça du papa de Saïd pendant le mariage, quand ils dansent tous, il est gêné. Il y a un truc qui fait que, et on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Bon, et à la fin, Saïd, qui est un petit peu, enfin, nous explique finalement à nous que tout le monde savait. Et ensuite, il y a bien évidemment une altercation verbale, voire peut-être même, il se pourrait même qu'il y ait une altercation physique entre le père et son fils. Puis le fils s'en va. Il dit on n'a plus rien à se dire. Et là, à ce moment-là, tu les filmes tous les deux. Ils sont dans le même plan, les parents de Saïd. Ils sont dans le même plan. Ils jouent, je crois, au backgammon, si je ne me trompe pas. Peu importe. Bref, ils jouent un jeu. C'est ça. C'est ça. Et j'ai cette impression. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai compris qu'en fait, généralement, quand des personnages se retrouvent dans le même plan, il devrait y avoir dialogue. Et en fait, l'idée du film, enfin, l'objectif du film, c'est qu'il faut qu'à un moment, Saïd et Hadjala ne soient plus dans le même plan que les autres, qu'ils soient ailleurs et que les autres ne soient pas avec eux dans le même plan. Et le film montre ça à la fin. La toute dernière fin, c'est ça. Ils sont dans le même plan, mais les autres ne sont plus avec eux. Et c'est très troublant en même temps. C'est très troublant, je trouve. Je les ai isolés, mais je ne voulais pas de blabla. Je ne voulais pas qu'ils parlent. C'est-à-dire que pour moi, la direction, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, vous savez, vous avez tout fait. Vous avez fait l'impossible. Vous avez essayé de récupérer votre fils. Parce que, évidemment, je ne juge personne dans les... Ouais. Je ne juge pas les personnages. Je ne vais pas me mettre à accabler les parents. Les parents, je comprends leurs raisons et je comprends les raisons de Saïd. Donc, je leur ai dit, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et ça, voilà. Et puis maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, il y a une forme de résignation, une forme d'acceptation à partir de moment, et ne pas rentrer dans le blabla et d'arrêter de parler et de les laisser continuer donc à jouer parce que la vie continue. Et on pourrait croire que peut-être dans quelques années, il pourrait y avoir une réconciliation. Alors, il y a une chose aussi que je n'avais peut-être pas vue dans les autres films.
C'est dès le début, comme ça, et progressivement, il y a enfin, on peut dire, oui, une espèce d'installation comme ça d'un son, d'une musique très douce, très jazzy, une trompette comme ça. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Continuons, on va continuer le chemin. Et puis, à un moment, ils vont se marier. Et puis, il décide de partir, Saïd, et de rejoindre son copain, son petit copain, Vincent. Et puis, quand il quitte l'appartement de Vincent, en fait, Vincent est trompettiste. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, il était là sans qu'on le sache, dès le début. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il est là même aussi après le mariage. Il est toujours là, en fait. Il est Il toujours est là. toujours là, avec Il est le toujours là. son, avec avec la musique, avec le jazz, avec la trompette. Il est tout le temps là jusqu'à la fin. Donc, il est absent, on ne le voit pas, mais on le sent qu'il est là, on l'entend et puis on le sent. Et quand on va le revoir, bah, pour nous, enfin, j'espère que c'est une évidence. Ce genre de geste cinématographique, je trouve, depuis Goodbye Morocco, c'est quelque chose qui est. Je me souviens très bien qu'on en avait déjà parlé de cette manière de distiller comme ça des espèces d'indices euh, de manière très très discrète. Et j'ai l'impression que tu vas vraiment vers ça de plus en plus. Je ne vais pas utiliser le mot épuré parce que ça veut dire tout et pas grand-chose. Parfois même, ça veut dire des choses un peu détestables et horribles. Mais il y a comme ça une espèce de dire en sorte au spectateur, je vous prends comme vous êtes très intelligent, mais il y a des moments, débrouillez-vous. Et c'est ça et je trouve ça très beau aussi, que ce cinéaste-là, le cinéaste, ait cette idée-là. Et je trouve que depuis Goodbye Morocco, tu vas vraiment vers quelque chose de très, de manière extrêmement, très simple. Voilà, très simple, très, très simple, avec des petits détails, des trucs très anodins. Mais quand on enfin, quand on regroupe tout ça, ça donne quelque chose. J'essaye, j'essaie. J'essaye d'être simple. Bah, le cinéma, tu connais, c'est énorme. C'est-à-dire que comment transmettre une émotion à travers une image, comment raconter une Oui, histoire à travers les images. C'est-à-dire, c'est un domaine tu vois, plus j'avance, plus je découvre des choses. Et est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce qu'il faut enlever, est-ce qu'il faut rajouter, est-ce qu'il faut souligner quelque chose ou pas. Donc c'est très compliqué et ça n'arrête pas. Même là, actuellement, c'est-à-dire, enfin actuellement, après Saïd, je revois des choses et je me dis, ah mais là, peut-être qu'on pouvait épurer, peut-être que là, on pouvait se passer de cette information qui n'était pas nécessaire parce que le spectateur n'a pas besoin de lui prendre la main et de le laisser, lui, faire des déductions. Donc, c'est vaste. c'est vaste. Cette musique, alors j'ai bien noté, c'est Samy Thiebaud. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un prix de la Il y a eu SACEM pour. un Et prix public à SACEM France Musique. c'est ça, exactement. Alors, quand tu écris le scénario, est-ce qu'il y a cette idée de cette musique comme un élément de mise en scène? Il y avait l'idée de la musique, mais pas encore le genre de musique. Encore, Alors, d'accord. alors, je suis parti sur une musique enfin classique, tu vois, tout de suite. Mais après, encore une fois, là, une remise en question en disant, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant d'essayer de chercher ailleurs, de quelle musique on pourrait avoir pour sortir de la musique classique, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, j'ai pensé aux musiques modernes, une musique électronique, j'ai même pensé au rap, mais après, on se dit, alors, quand je faisais passer le casting, il y avait des jeunes gens, par exemple, qui chantaient du rap. Et c'était Oui, intéressant, hein, c'était intéressant de voir, de les faire chanter. Et si ça avait été un acteur parmi ces acteurs-là, c'est-à-dire des acteurs qui avaient la possibilité de faire du rap, j'aurais peut-être pu mettre du rap. Mais oui. Youssouf ne chante pas du rap. Et donc, il y avait vraiment j'étais prêt, il y avait une ouverture de ma part de voir ce que me proposaient les jeunes acteurs, ce que me proposait le casting et de voir ce qui se passait. Et petit à petit, je suis allé vers la musique, jazz. Il y avait aussi ça, il y avait aussi le point d'un peu de mes amours, tu vois, new-yorkaises, des films de Woody Allen, Mmh. des choses comme ça, en disant, j'ai tellement eu de plaisir et de bonheur à regarder ces films-là, à écouter cette musique,
Et donc j'ai dit pourquoi pas. Et puis après il y a toujours des réticences parce qu'on dit c'est du jazz, c'est trop connu, c'est très référencé. Mais en même temps tout est connu, tout est référencé. Alors on ne fait rien si on n'ose pas. Et puis il y a eu la rencontre, donc il y a eu la rencontre avec l'acteur, avec Arturo, qui Ouais. lui joue un peu de trompette. Et on est parti sur 2 standards de classique. Et puis il y a eu la rencontre avec Samy Thiebaud, qui lui est jazz et en même temps un peu latino. Donc voilà, alors je lui ai demandé un peu ce que je voulais et justement pour essayer de s'éloigner des références. Et donc il a réécrit, il a écrit aussi des morceaux et voilà, et on est arrivé à ce donc c'est vraiment une construction et c'est aussi une ouverture un peu à ce que j'écoutais, à ce que je regardais, à ce que je rencontrais et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, bah, j'ouvre une parenthèse, hein, j'ouvre une petite parenthèse, je vais la refermer très vite, mais j'ouvre quand même cette parenthèse. Que tu le veuilles ou non, quand on entend Nadir Moknej, on pense, alors pour parler de musique, hein, on pense, Oui, tu le sais, enfin, au rail, Courage. tu es le cinéaste qui a su intégrer cette musique comme un élément de mise en scène. Attention, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends Raina Raizina, j'ai envie de devenir fou parce que cette musique est extraordinaire, mais je trouve qu'elle n'est pas utilisée comme un élément de mise en scène, utilisée comme un jukebox. Et c'est ça qui me fait vraiment qui m'embête. D'ailleurs, même, je m'en fous, je cite, hein, c'est pas un souci, hein, c'est professionnel. Mais par exemple, Omar Lafresse, dès que le film commence, je savais qu'il y aurait du Raina Rai. Je sais pas pourquoi. Je le sentais venir et c'est ça. Donc, ce ne sont pas des. Je te demande pas de commenter, attention. Hein, Non, 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 je ne commenterai pas sur les autres films. tu n'as pas à commenter, c'est moi Non, qui non. le fais, c'est moi le critique. Donc, il n'y a pas de souci à ça. Mais voilà, quand on dit, et puis surtout, on pense à on pense souvent à la séquence de Biouna dans Viva l'Algérie. Moi, je pense beaucoup plus à la séquence de toutes ces femmes qui sortent de la voiture. Et on en avait parlé de ça dans le harem de Madame Osman, quand ils entendent la musique qui vient du mariage et qui est une musique très ancienne et qui, toi, la voiture s'arrête au bord de la mer, elle sort et puis tu les filmes de loin. Et voilà, il y Ouais. a des moments comme ça. Donc, la musique est un élément de mise en scène. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai l'impression que, enfin, quand toi tu écris, est-ce qu'il y a, il y a encore, est-ce qu'il y a cette musique aussi autour de toi? Est-ce que par exemple, oui, quand tu écris, est-ce qu'il y a de la musique autour de toi? N'importe quelle musique, on s'en fout, mais est-ce qu'il y a de la musique ou c'est juste le calme absolu? Non, non, j'écoute. Écoute, j'écoute France Musique, tout simplement. Je suis pas J'écoute, étonné. j'écoute la radio, j'écoute essentiellement France Musique. Mais pour venir au rail, parce que lorsque j'ai pris la musique rail, parce que je suis ému et j'ai été ému et j'ai été bouleversé et j'ai pleuré sur la musique rail. Ça fait partie de moi. C'est-à-dire, il y a les éléments, le rail. Bah, là, récemment, j'ai écouté une émission sur le rail à propos de Cheb Hasni. Donc, Mmh. lorsque Biouna sort de prison et qu'elle rentre chez elle et qu'elle découvre tout la maison dévastée, et Dans qu'elle Delis Paloma, dans Delis Paloma. dans Alice Palma, tu vois, qu'elle retrouve la traîtrise de tous ses voisins, elle va au cabaret et elle demande une chanson, Tal Riyab Gharzali, et elle demande cette chanson-là et elle parle évidemment de l'exil, de l'amour, de la séparation. Donc oui, c'est mis en scène parce qu'il y a le rail provoque une émotion et j'essaie de la transmettre aux spectateurs. Et donc, à chaque fois, même oui, dans Délice Paloma, lorsqu'on revient au passé et qu'on est dans les moments de bonheur, il y a aussi du rail. Et ça a fait partie, depuis Viva, hein, depuis Viva, Mmh. où Biouna, elle chante dans le bar, ça fait partie jusqu'à, jusqu'à le Lapater. Je crois que le Lapater, non, le Lapater ont été dans la musique classique après. Ouais, ouais, c'était autre chose. Allez, on referme cette parenthèse. Revenons sur, pour l'air de la mer, Rend Mais je suis libre. content que tu aies parlé du rail parce que Oui, ah bah oui. c'est constitutif de ce que j'ai fait, de mon cinéma. Et j'ai eu des moments comme ça très forts quand j'étais à Alger, et même pas à Alger, aussi chez moi, avec toutes ces musiques de rail. Et surtout, surtout la période des années 90, c'est-à-dire la période la plus difficile. Ouais. Et là, il y avait quand même on entendait des chansons extrêmement émouvantes. Mais c'est là que ça s'est vraiment, développé,
ce genre musical? C'est, qui a pris, Heu, ou alors c'était un peu avant? pour faire simple, écoute, moi, dans mon souvenir, la première curiosité rail que j'ai entendue et que c'était interdit, c'était honteux, c'était dans les débuts des années 80, Mmh. début des années 80, où c'était une musique, on disait que c'était une musique, vulgaire, interdite, pas bien, avec les pa et il y avait les paroles et c'était, je crois, Cheb Sahraoui et sa femme, Mmh. D'accord. et donc ça parlait d'alcool. Et après voilà, après ça c'est donc dans les années 80. Mais Oui, le en fait, lien entre les je me suis mal films, exprimé. Je veux dire, en fait, je voulais dire, c'est quand développer, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, effectivement, c'est les années 80, bah, Khaled, tout ça. Oui, non, c'était internationalement. D'un point de vue international, je crois que c'est dans les années 90 que le rail, je crois, oui, qui a été, ouais, c'était plutôt ça que je voulais dire. oui. Et il y avait une chose aussi qui était importante parce que l'image et la musique. Moi, j'ai toujours trouvé difficile, par exemple, certains me disaient, mais pourquoi tu n'as pas utilisé la musique savante algérienne, la musique andalouse, c'est tellement plus beau. Mais je trouve que d'abord, il y a un problème de rythme. L'image avec cette musique-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'image. C'est une musique qui est très belle, certes, mais alors que le rail, il y a cette modernité, il y a ces sons modernes, actuels, qui fonctionnent avec l'image. Et ça aussi, ça fait partie un peu du choix. Et qu'on retrouve aussi dans l'ère de la mer en libre, même si c'est une autre, c'est un autre, courant, un geste, un genre musical aussi. Le titre, il vient d'où ce titre? Alors le titre, il vient de l'ère de la ville rend libre, qui Ouais. est un proverbe moyenâgeux sur les cerfs qui quittaient la campagne, qui allaient en ville, qui s'installaient en ville, et après 1 an et 1 jour, ils étaient libres. Et donc on disait l'ère de la ville rend libre, et c'est devenu l'ère de la mer rend libre. C'est un L'ère peu. de la peur libre. Il y a un personnage dans ce film, qui s'appelle Farisa. Ce personnage, qui est joué par Zaya Dehar, on va y revenir après à Zaya, dans sa manière de jouer. Je te poserai une petite question par rapport à sa manière de jouer. Mais Farisa, c'est quoi c'est qui exactement? C'est celle qui donne qui crée un rythme nouveau dans le film à chaque fois qu'elle apparaît? C'est d'abord une projection. La projection, Farisa et Ahmed, pour moi, c'est une forme de projection du couple idéal, le couple fantasmé. Le cliché total, c'est-à-dire la féminité telle qu'on la voit, Mmh. telle qu'on aimerait être aussi, parce que souvent, lorsqu'on veut être féminin, on penche vers cette féminité, et la masculinité telle qu'on la fantasme, tu regarderas sur les réseaux sociaux, la masculinité qu'on met en avant, c'est cette masculinité. Donc les deux ensemble, il y a une idée de projection, de fantasme du couple, le couple idéal tel que eux, c'est-à-dire Saïd et Adira, le voient. Et c'est un couple, au-delà de ça, c'est un couple qui parle, qui discute. Ils disent, nous avons parlé des problèmes qui fâchent. Et voilà, il y a une forme d'idéalisme avec ce couple. Et le personnage de Farisa est venu très tôt dans le scénario, très, très, très tôt. Mais tel qu'on le voit dans le film, il était déjà là. Alors, je ne sais pas comment, mais il était déjà là. Et Zahia était déjà là. Je me suis éloigné de Zahia, je suis allé chercher ailleurs, mais Zahia a toujours été là, resté là. Et après, j'ai créé ce couple, ce couple fantasmé, on va dire. Mais avec Alors, un équilibre, ouais. c'est-à-dire une virilité alors apaisée et une féminité apaisée. C'est-à-dire, on est après les conflits. Alors là, pour le coup, tu peux ne pas me répondre parce que là, on est vraiment dans la cuisine interne, dans les secrets du tournage, mais heu, quand tu parles avec Zaya sur son personnage, est-ce que tu cites, peut-être, en tant que référent, des exemples d'autres actrices, d'autres modèles d'actrices,
Non, Pas du ok. tout. Non, non. Avec Zaya, je ne cite strictement rien. D'ailleurs, je n'aime pas citer des références parce que je trouve que ça, ça nourrit pas. C'est gênant, ça provoque. En tout cas, l'effet voulu n'est pas là. Donc, je ne cite pas ni de référence de film, ni de référence d'acteur, ni de jeu, ni rien du tout. Parce que je le faisais auparavant et je n'obtenais pas ce que je voulais. Donc, je dirige. Moi, j'ai une idée, mais je n'en parle pas et je prends ce que me propose Zaya ou ce que me propose l'acteur ou l'actrice et je fais avec ce qu'on me propose et j'essaye un peu de mettre un peu plus de rouge, un peu plus de vert, un peu plus de couleurs ou moins de couleurs et c'est comme ça que je travaille. Après, quand tu as Fanny Ardant dans La Pater, bon, on en avait parlé quand on avait fait l'interview. Bon, tu étais d'accord sur le fait que bon, Fanny Ardant vient aussi avec une histoire qui est très forte. Bon, tu parlais de Truffaut au début de l'émission. Bon, bah voilà, on peut pas. Mais tu t'en éloignes aussi de ça. Et c'est alors avec Fanny Ardant, on s'est mis d'accord, c'est-à-dire qu'on a parlé de ça. Et on s'est mis d'accord, on s'est dit, est-ce qu'on allait vers autre chose? Est-ce qu'on essayait d'aller vers autre chose par rapport à la voix, par rapport au corps, par rapport à la démarche, à la coiffure? Est-ce qu'on voulait aller vers autre chose ou est-ce qu'on restait dans la lignée des personnages qu'elle a déjà interprétés? Donc, c'est un accord avec l'actrice et on se dit, ben, si on faisait une autre proposition, si on essayait d'aller ailleurs, de voir une démarche, un costume, une coiffure, comment on pouvait faire. Et évidemment que avant, j'essayais de faire rentrer les carrés dans le rond, de fois dans les ronds, et ça marchait pas. J'étais beaucoup plus violent dans ma direction avec mon premier film. Et maintenant, un acteur, c'est pas une machine. Hein, il faut travailler avec son instrument et il faut qu'on soit d'accord pour aller. En tout cas, on essaie d'aller vers un personnage et on le fait le mieux possible. Est-ce que je réouvre une autre parenthèse. Est-ce que ça t'ennuyait, voire même, je vais être grossier, est-ce que ça t'emmerdait un peu au début de ton aventure cinématographique quand on te comparait au Pedro Almodóvar algérien, quand on disait de toi, c'est le Pedro. Est-ce que ça t'emmerdait aujourd'hui, avec le recul? Est-ce que c'était quelque chose qui était lourd Alors, pour toi? aujourd'hui, ça n'existe plus. On parle de Romer, on parle plus d'Almodovar. Je ne sais pas ce qui C'est s'est bien, passé. c'est très Moi, bien. Les deux sont bien aussi, je veux dire. non, mais non, ça ne m'emmerdait pas. J'étais étonné, j'étais surpris. Après, je me dis, parce que peut-être il y a eu Carmen Maura, donc on a fait le lien entre. Ouais. Il y avait Carmen Maura, il y avait Femme au bord de la crise de nerfs, et peut-être qu'on avait fait le lien avec. Mais je ne peux pas renier Almodovar. Je me suis inspiré, j'ai été nourri, j'étais fasciné. Mais comme je suis fasciné et inspiré par de nombreux cinéastes, et donc j'essayais de. Parce que mon décor, par exemple, mon décor n'a rien à voir avec un décor d'Almodovar. Moi, je suis dans des vrais décors, je ne suis pas dans des décors. Ça n'a rien à voir. Mais bon, après, il y a des projections. L'Algérie de l'époque, on essayait de fantasmer, on croyait que ça allait être la Movida, que ça allait être. Ouais. Simplement, nous n'avons pas les conditions sociales et économiques de l'Espagne. Et on n'a pas des grandes sœurs comme la France et l'Europe qui viennent nous tirer. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais bon, après, j'ai remarqué que dès qu'il y a un film arabe avec un peu de couleur, un peu de musique, un peu de ceci, un peu de cela, on parle d'Almodovar. Et beaucoup de femmes. Et Et quand beaucoup de femmes. Oui, c'est surtout aussi les c'est femmes. surtout ça, c'est parce que dans tes films, il y avait beaucoup d'actrices, beaucoup de personnages féminins, donc beaucoup d'actrices, et que c'était elles qui tenaient qui créaient le rythme des films. Donc Je voilà, on vais, disait. je vais te dire, mais je vais te raconter une petite histoire drôle. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle sera drôle. Lorsque j'ai vu la première fois un film d'Almodovar, c'était La Loi du désir. C'était dans une petite salle à Paris. Je crois que c'était à l'Action Christine. C'était inconnu presque. Il y avait une amie qui m'avait dit, est-ce que tu veux venir voir un film espagnol? Il paraît que c'est un cinéaste intéressant. Enfin bon, il y avait comme ça un désir, une curiosité. Et on est allé voir La Loi du désir. Et quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit, c'est un film indien. Ça me faisait penser au film indien que je regardais quand j'étais gosse. Pour moi, c'était tellement brouillant, ça allait dans tous les sens. Il y avait cette énergie. Et pour moi, c'était un film indien. C'était pas un film
Tu vois, almodovarien, en tout cas pour l'époque. Dernière question, enfin avant de te poser la dernière question, je rappelle quand même voilà, que le film L'air de la mer rend libre est sorti en DVD depuis maintenant, depuis le 6 février et chez Pyramide Vidéo et voilà, donc toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. On n'a pas tout dit sur le film, il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord il faut aussi que les gens le voient, c'est important. Mais moi j'ai une dernière question. Alors, c'est un détail hein, peut-être, mais ça m'intéresse peut-être d'en parler avec toi. À plusieurs reprises, il est question d'intégration sociale via un métier ou le métier, via l'argent. Il y a la boucherie, où on comprend un peu que cette famille est allez, on va dire ça comme ça, peut-être une famille de petits bourgeois, on va dire, un peu de ce genre-là. Il y a aussi ce couple modèle qui ont un restaurant et on sent que ça se passe plutôt bien. Et puis, il y a Hadjala qui veut travailler et Saïd qui lui dit moi, j'ai des principes, ma femme ne travaille pas, puis après, il va changer d'avis. Bon, bref, parce qu'il est un peu perturbé par beaucoup de choses. Mais ce rapport, c'est ça qui m'intéresse d'en parler peut-être avec toi, j'ai l'impression que tes personnages de plus en plus, enfin, en tout cas dans ce film-là, c'est important l'intégration sociale. Et surtout quand tu vois, par exemple, il y a cette courte séquence où le père de Saïd et lui déjeunent ensemble et ça parle plus ou moins de ça, quoi. Le souci d'être bien intégré. Bien intégré. Eux, ils se posent cette question, mais le fils ne se pose même pas la question parce que c'est pas quelque chose qui. Donc, ce rapport à l'intégration sociale, l'argent, c'est un élément. Non, mais moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que l'intégration sociale est importante ou pas? Déjà, moi, le mot intégration, ça me fait piquer les yeux, tu sais. Oui, parce que le mot intégration, moi je dis que il y a une peur, il y a un désir petit bourgeois chez les parents de Saïd. Il y a un désir petit bourgeois, il y a un désir à l'accession d'une certaine qualité de vie, d'une réussite. Et en même temps, ils sont un peu tenus, c'est-à-dire il y a une injonction pour toutes les familles qui sont immigrées. Il y a un désir de réussite. C'est est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on n'a pas réussi du tout? Je le vois beaucoup ça dans les réseaux sociaux, par exemple. Les gens s'insultent, par exemple, entre eux par rapport à ce qu'ils ont gagné, pas gagné. Il y a il y a tout un. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai ça, tu n'as pas ça. Je suis propriétaire de mon appartement, tu n'es pas propriétaire de ton appartement. J'ai l'impression que ça travaille. Voilà, c'est très présent. Et j'ai vu juste, c'est-à-dire de voir chez ces parents-là, ils ont peur un peu du déclassement. Allez, là, c'est la dernière question et après, je te laisse tranquille. Mais vous ne voulez pas parler de Zahia, quelque chose de précis sur Zahia? Mais si, parce que moi, en fait, j'ai une connaissance un copain, connaissance, peu importe, qui sur Facebook avait mis un post et a publié un post où il se posait la question il disait, mais c'est incroyable, est-ce que c'est fait exprès qu'elle joue comme, qu'elle parle et joue comme la Brigitte Bardot des années 50? Alors là, je ne lui ai pas posé la question et je n'ai pas. J'avoue que j'ai essayé de comprendre un peu le processus, le fonctionnement de ce jeu-là, pour essayer un peu de comprendre. Est-ce qu'on pouvait le changer ou pas le changer? J'essayais de la surprendre aussi, de parler dans la vie. Et non, c'est toujours sur ce ton continuel, se parler, se phraser. À partir du moment où le phrasé est là, voilà, je vais pas m'acharner à changer un phrasé. Ah bah non, non, du tout, du tout. Et en même temps, ça correspond aussi à ce personnage. Il y a une projection de soi. C'est une image qu'on veut de soi et c'est une image fabriquée et elle est là et c'est ce que je voulais aussi. Et c'est le cinéma. Le cinéma, c'est quoi? Ce sont des images qu'on fabrique. Il y a beaucoup d'images que moi je fabrique et qui ne viennent pas de la réalité, ou en tout cas qui sont un fantasme de la réalité.
Et on retrouve d'ailleurs un peu de ça dans le film aussi, dans L'air de la mer. Il y a un peu de C'est de ça. la, c'est de la fiction. Et mais tout en son personnage, c'est vrai que le personnage m'intéressait et en même temps, je m'éloignais de son personnage, celui qu'on connaît socialement, publiquement, et m'éloigner, lui donner 2 enfants, un mari, euh, un travail dans un restaurant, de sortir un peu encore une fois, du cliché qu'on connaît et auquel on était habitué quand on entend parler de Zaya. Ce qui est curieux, c'est que moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je connaissais Ah pas oui? le passé. D'accord. J'ai découvert ça très tard. Donc, moi, je l'ai vu dans un film et c'est à partir du moment-là, je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas cette actrice et je me suis intéressé à elle. Mais auparavant, j'ignorais tout- toutes les histoires et tout l'historique. Je pense que c'est dans le film de Rebecca Zlotowski que tu l'avais Oui, peut-être découvert. Ouais, oui, oui. d'accord. Je Ouais. crois, elle, par contre, connaissait bien l'histoire de Je, Zaya. je crois qu'elle la connaissait bien. Oui. J'en Moi, suis même pas j'ai sûr. été fasciné par le personnage parce que j'aime beaucoup ces personnages. Pas par le personnage socialement tel qu'il est, même s'il était très intéressant et très fort, mais par ces personnages qui viennent de je ne sais d'où, qui sont de l'extérieur, qui arrivent dans une famille, un peu le personnage comme on a dans Théorème de Pasolini, qui viennent dans Ouais. une famille et tout à coup il y a un chamboulement, il y a un bouleversement total et il se passe plein de choses et puis après elle s'en va, comme elle est venue, elle s'en va et on se retrouve là, il s'est passé beaucoup de choses, mais la vie va reprendre ou va continuer. Et j'aime beaucoup ces moments-là au cinéma. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te sembler très, très choquant même, et voire même s'il y a des confrères, des consoeurs algériens de là-bas, ils vont trouver ça super choquant. Mais moi, quand j'ai découvert le harem, et surtout, hein, surtout vivre à l'Algérie, donc Biouna, je ne connaissais absolument pas Biouna. Enfin, moi, je ne suis pas né en Algérie, j'ai pas une culture, je n'ai pas vécu le quotidien algérien, donc je ne savais pas qui était Biouna. J'avais pas encore cette connaissance. Enfin, voilà. Et beaucoup de gens de ma génération d'ici, que ce soit des Français d'origine ou pas, on connaissait pas Biouna et avec Viva, un peu avec le harem, un tout petit peu, mais surtout avec Viva, on a eu cette sensation qu'elle avait surgi comme ça dans le cinéma de manière assez brutale et en même temps assez incroyable. Et moi, j'ai toujours eu cette sensation-là avec Biouna. Et Mais elle a surgi parce qu'à l'époque, lorsqu'on se met à l'époque, elle était complètement mise de côté. Elle était effacée, totalement effacée. À l'époque, c'est-à-dire en 98, Biouna est effacée. Biouna, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais gosse. oui, Et donc, ce sont des souvenirs très lointains. Je l'avais totalement oublié. Et une fois, par hasard, en regardant une télévision algérienne à l'époque, il y avait la Parabole. Il y avait une espèce de série dont le nom m'échappe complètement, une petite série de Ramadan. Et elle était là. Et j'ai dit, tiens, elle existe. Ah, elle est toujours là. Et donc, je me suis intéressé à elle. J'ai eu du mal à la retrouver parce qu'il n'y avait pas de téléphone. ouais. Il n'y avait strictement rien. Et c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui était à la cinémathèque qui m'avait dit que de temps en temps, Bouyouna venait les voir et prendre un verre dans un bar à côté et qu'elle retrouvait les autres acteurs et les actrices. Et donc, je lui avais demandé s'il pouvait avoir un numéro de téléphone et Bouyouna m'a donné le numéro de téléphone et c'est comme ça que je l'ai contacté et voilà, et on s'est parlé. Mais c'est vrai qu'elle était d'ailleurs, je ne vais pas être. Beaucoup étaient surpris que je me tourne vers Biouna. Oui, 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 oui. Bon. Mais moi, j'avais vu quelque chose qui m'avait. D'abord, il y avait une référence du passé, mais en même temps, quelque chose qui m'avait séduit, ce naturel, cette présence, cette personnalité, ce franc-parler était très intéressant que je voulais voir. Et puis, on s'est apprivoisé parce que quand elle est venue avec le harem, bon, voilà, au début, le harem, c'était un petit rôle, un rôle important, certes, mais pas du tout la même chose que celui de Viva l'Algérie. Et on a appris à se connaître. Et je l'observais tout le temps, même quand elle se mettait à chanter, quand elle était dans la vie, la manière dont elle marchait, la manière dont elle parlait. Et c'est comme ça que je lui ai proposé le rôle de Viva l'Algérie, parce que j'ai passé du temps avec elle, et il y avait voilà, des éléments aussi de rencontres et de hasard avec l'histoire du Copacabana. Ouais. Et ces éléments m'ont beaucoup plu, et donc on a fait vraiment un travail sur le passé, sur ce qu'on avait envie de dire aussi.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire aussi par rapport à l'ère de la mer en libre parce qu'il y a beaucoup de cela. Tu parlais, moi je me souviens que la fameuse séquence du Viva l'Algérie où elle chante, c'était, tu avais eu cette idée en la voyant dans la voiture, tu m'avais raconté ça, tu étais derrière, elle était devant et tu l'entends chanter. Et là tu te dis, il y a un truc à faire. Et on voit de cela aussi dans l'ère de la mer en libre. On a cette sensation qu'il y a des choses qui ont été happées comme ça dans ce qu'on appelle le réel et que tu essayes, tu expérimentes dans le film en tout cas. Et, Oui, bah, oui. Alors, j'ai pas là, comme ça, là, tout de suite. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec, que ce soit avec Kenza ou avec Youssouf, parce qu'ils ont compris très, très vite les personnages. Et donc, c'était un vrai plaisir de bosser avec eux. Et il y avait des éléments à la mairie, par exemple. Il y a plein d'éléments comme ça. Il y a des éléments. En plus, on a eu par miracle, un climat très agréable. Alors, on a cette image presque méditerranéenne. Exactement. Je rappelle donc l'ère de la mer rend libre, sorti en DVD depuis le 6 février. La dernière question que je voulais te poser, et on arrête là. Quand on Toujours a un fait plaisir de discuter avec toi, Samir. c'est réciproque, mais je veux dire, ça pourrait durer des heures et des heures, ne serait-ce que sur le rail, ça pourrait prendre 3-4 heures. Mais j'ai une dernière question. Quand on discute pour la première fois en 2009, on parle donc des 3 films que tu as réalisés, Le Harem de Madame Haussmann, Viva l'Algérie et Délices Paloma, qui sont disponibles en DVD, hein, comme tous tes films. Et à la fin de l'entretien, d'un grand entretien, tu me parles aussi de ce rapport à l'époque, d'accord? À l'époque. Un peu compliqué avec l'Algérie, comme beaucoup de gens, mais il y a aussi ce rapport à la reconnaissance aussi. Il y a un problème, voilà, il y a un problème. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne matche pas. Et tu te finis ce grand entretien en disant j'aurais bien voulu être apatride. Ça m'aurait fait plaisir. Aujourd'hui, 2024, est-ce que cette question-là, elle est toujours là en toi ou c'est bon, tu en as fait le deuil à partir de Goodbye Morocco? Écoute, je suis retourné à Alger l'année dernière, 16 ans et demi après, et j'étais très attentif à ce que j'allais ressentir, tu vois, donc chaque moment, chaque instant. J'avoue que j'étais étonné par le non-changement, parce que quand on parle du changement, moi je ne le vois. Je parle pas des centres commerciaux, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Certes, on te dit il y a des centres commerciaux, ben, c'est très bien, mais je parle du changement, des changements un peu plus intéressants, peut-être un peu plus dans la tête. Hein. J'ai pas eu, je crois que c'est. Après, je suis triste, bien sûr, parce que je me dis qu'il y a des choses à faire, il y a du film à faire, il y a des histoires intéressantes à faire, mais tu ne peux pas te battre tout seul. Il faut qu'il y ait un désir, une volonté aussi de pouvoir de se battre et de faire quelque chose d'intéressant. Donc, pour répondre à ta question, oui, D'ailleurs, la preuve, je suis allé à Rennes, tu vois, pour te dire. Je suis allé vers une autre mer, je suis allé à la Manche, tu vois. Donc, même la Méditerranée a été délaissée. On met 3 points de suspension. On met 3 points de suspension pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadir. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.